Bon, si vous avez cliqué sur cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous aimeriez peut-être vous améliorer et vous aimeriez peut-être faire des vidéos type cinématique. On voit ça partout en ce moment, on voit le terme cinématique absolument partout, que ça soit sur des photos, des vidéos, on sait même plus ce que ça veut dire. Mais en tout cas, moi aujourd'hui je vais vous parler de ma vision de ce qu'est une vidéo cinématique et comment j'arrive à avoir ce résultat-là. Bien sûr, gros disclaimer avant de commencer, je suis pas un pro dans ce domaine-là de cinématique. Ce n'est que mon avis, il y en a qui vont pas être d'accord avec certaines choses ou voilà. D'ailleurs l'espace commentaire est fait pour ça, donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur un point que je vais exprimer dans cette vidéo, vous pouvez commenter. Et comme je l'ai dit par avant, je suis pas un pro dans ce domaine-là, donc j'expérimente encore énormément. Et je pense qu'on est tous légitimes à donner notre point de vue sur ce qu'est ou pas une vidéo cinématique et comment y arriver. Donc voilà. Bon, maintenant que j'ai fait un peu mon disclaimer, on va pouvoir passer au cœur du sujet, c'est-à-dire comment faire une vidéo cinématique. Si vous suivez la chaîne, la semaine dernière, j'ai sorti une vidéo qui s'appelait Mountain. Et donc, je vais expliquer un peu comment j'ai fait cette vidéo-là, parce que pour moi, c'est une des plus réussies de ma chaîne, de par la musique, de par l'ambiance que j'ai réussi à instaurer. Donc, on va se baser sur celle-là. Donc, il y a énormément d'extraits que vous allez revoir. Si vous ne l'avez pas vue, elle est dispo sur la chaîne. Elle dure 2 minutes, je crois. C'est assez court. Donc voilà. Bon, déjà, on va commencer par quelque chose de primordial et d'essentiel, le tournage. Parce que avant de parler de comment faire une vidéo cinématique, de comment faire du bon montage, de comment gérer sa musique, bref, tout ça, il faut parler de tournage, parce que c'est l'essence même de votre projet. Donc forcément, on va commencer par quelque chose qui est évident, le matériel. Alors, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui va être d'accord avec moi, mais j'ai quelques règles qui commencent à devenir un peu mes piliers pour bien créer en ce moment. Et la première, c'est ne pas s'encombrer. Il y en a beaucoup qui pensent pareil que moi, mais très peu le font. Et en soi, même moi, je pars avec un sac qui est super lourd à chaque fois. À chaque fois, je fais mes randonnées avec un sac blindé de matos et je m'en sers quasiment pas au complet en tout cas. Sachez que plus vous aurez du matériel léger et plus vous pourrez l'utiliser, plus vous pourrez sortir votre boîtier pour faire des images, que ce soit photo ou vidéo. C'est essentiel d'avoir quelque chose de compact et à portée de main. Quand je dis compact, le setup que j'utilise là maintenant pour me filmer, c'est le setup que j'utilise tout le temps avec moi. Je vais pas m'encombrer d'une poignée, une batterie V-Lock, un écran externe ou quoi, parce que c'est trop en fait. Pour de la vidéo un peu run and gun, c'est beaucoup trop et je pense que vous ne serez pas performant à utiliser ce genre de setup là. Deuxième conseil selon moi, ne vous sentez pas bridé par votre matériel. Si vous vous sentez bridé par votre matériel, c'est vous qui vous bridez vous-même et qui vous mettez des limites tout seul. Alors bien sûr la qualité d'une caméra de ciné change complètement la donne sur une image, mais l'image ne fait pas tout. Et c'est pour ça que vous soyez avec un téléphone, un vieux boîtier ou même n'importe quoi, un vieux caméscope, ce n'est pas l'image qui va définir la qualité globale de votre projet. Parce que votre vidéo ne dépend pas que de votre qualité d'image. Heureusement d'ailleurs. Mais elle dépend aussi de la composition de vos plans, de la musique utilisée, du sound design, d'absolument tout ce qui entoure vos images en fait. Pour les puristes de l'image, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Bien sûr qu'avec une caméra, même une caméra comme la mienne, il y aura un piqué, il y aura une dynamique, un flou d'arrière-plan qui est juste magnifique. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que quelqu'un qui ne sait pas utiliser du matériel professionnel fera des images largement moins bonnes qu'une personne qui a l'habitude de faire des belles compositions, qui a un œil artistique plus travaillé, qui a une direction artistique tout simplement en fait. Avec un téléphone, il fera des meilleurs plans que vous. Et ça, c'est une évidence. Alors, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui sera d'accord avec moi, mais en tout cas, pour moi, ça l'est. Et le truc en plus, c'est qu'avec un téléphone ou une caméra même un peu bas de gamme qui est plus compacte, comme je l'ai dit auparavant, vous pourrez la sortir partout. C'est un truc qu'on a tout le temps sur nous, qui est compact et qui fait quand même maintenant de belles images. Souvenez-vous bien que votre projet ne dépend pas que de l'image. Il y a tellement de choses autour, et si toutes ces choses autour de l'image sont bien faites, alors votre vidéo sera cinématique, ou en tout cas, elle aura une belle identité visuelle. Et mon dernier conseil pendant le tournage, ça sera pas par rapport à du matériel, mais plus à votre façon de faire, à votre façon de filmer. Quelque chose d'essentiel aussi et que j'ai mis du temps à comprendre. Prenez votre temps. Prenez le temps de regarder autour de vous, de tester des nouveaux angles, des nouveaux types de plans, tester plein de choses en fait. Déjà de une, vous verrez que vous allez grandement vous améliorer à tester plein de choses. De deux, vous allez faire des choses qui sont différentes. Et ça, on l'oublie très souvent, mais un film qui nous marque, c'est très souvent un film qui fait quelque chose de différent. Et donc c'est pareil pour un petit projet. Et n'oubliez pas que si vous faites un projet différent des autres, ça va vous créer une identité visuelle, graphique, qui va vous démarquer encore plus des autres. Donc ça, c'est top. Bon, après ces 3 petits conseils sur le tournage, forcément, une fois qu'on a fait nos images, il faut rentrer et passer à la post-production. Là, j'ai pas mal de trucs à dire par rapport à ça. Bon, déjà, bien sûr, chose évidente, quand on rentre chez nous après avoir filmé ou pris des photos, le plus important, c'est le dérush. J'aurais pu passer un peu rapidement cette partie sur le dérush, mais pour moi, c'est essentiel et il y a énormément de conseils à donner par rapport à ça, donc voilà, je vais vous en donner. Alors oui, le dérush, ça prend du temps, mais faut pas assimiler ce temps à une corvée, mais plus à un gain de temps pour le futur. Et ça peut être un vrai
vrai gain de temps si c'est bien fait. Et pour moi, qu'est-ce qu'un dérush bien fait? C'est un dérush où vous prenez des notes. C'est super important pour l'organisation, déjà pour que ce soit plus simple pour votre projet et pour que le montage se passe plus rapidement et mieux. Et c'est aussi essentiel pour les idées que vous allez avoir. Personnellement, 75% des idées que j'ai pour mon montage se font sur le terrain et pendant le dérush. Et c'est pour ça que c'est essentiel de prendre des notes parce que vous allez avoir tellement d'idées en voyant tous les plans et l'entièreté des plans. Et si vous avez noté ces idées-là de transition ou même d'idées globales de montage, si vous ne l'avez pas fait, c'est du temps perdu de une, et de deux, c'est quelque chose que vous n'apporterez pas à votre projet, donc ça serait dommage. Et une fois que le dérush est fait, que vous avez tout bien classé, tout bien prédécoupé, je vais venir créer un squelette complet de mon montage, avec une structure globale qui ressemblera plus ou moins à celle finale. Et donc du coup, cette structure-là, je la fais à partir de plusieurs choses. Déjà, je vais la construire à partir d'un fil rouge. Par exemple, pour mon projet de la montagne, mon fil rouge, c'était vraiment « Prenez une bouffée d'air frais et venez nous promener avec nous. Venez vous promener avec nous ». C'est mieux comme ça. À partir de ce fil rouge-là, j'ai construit mon fil rouge avec de la cohérence. Comme vous avez pu le voir, j'ai commencé avec un plan drone qui fait un peu respirer le projet dès le début, et ensuite, hop, on arrive en forêt. Et là, on suit un personnage, donc qui est ma copine, qu'on voit 3-4 fois dans la vidéo. On voit juste une personne de dos qui marche, et voilà, on se promène avec elle. Première étape, on voit des chevaux, trop bien, on voit des petits plants de fleurs assez calmes, tranquilles, hop, on recroise un animal. Je vous spoil pas si vous l'avez pas vu. Enfin voilà, bref, vous m'avez compris, mais en tout cas, créez une cohérence entre vos plans et l'histoire de votre fil rouge. Sachez aussi que votre squelette, si vous le créez de la même manière que moi, il sera forcément modifié par la suite. Moi, quand j'ai fait le squelette du projet montagne, je crois à la base, il faisait 4 minutes à peu près, et au final, la vidéo dure 2 minutes. Donc déjà, il y a eu des plans de supprimés, il y a eu des plans raccourcis, forcément, mais tout ça, ça viendra après, quand on parlera de la musique. Personnellement, faire ce squelette-là, ça m'aide pour avoir une idée globale du projet et pour pouvoir prendre du recul sur le projet. Vous verrez plus tard, je vais en parler, mais c'est essentiel de prendre du recul sur votre projet, déjà pour être objectif, ça c'est super dur, mais c'est un truc qu'il faut apprendre et faire avec le temps, mais aussi pour vous éclairer et pour vous donner des idées de montage, celles que vous n'avez pas eues pendant le dérush ou pendant la production, donc pendant le tournage. Et justement, ces idées, ça peut être des transitions, ça peut être des musiques, ça peut être des sound design, et tout ça, pareil, c'est essentiel, mais notez-le. Vous me voyez peut-être depuis tout à l'heure bouger avec mon petit bloc-notes, mais c'est là-dedans que je marque tout, et toutes mes idées de montage viennent là-dedans, c'est essentiel. Et donc du coup, à partir du moment où vous avez pris un peu de recul sur votre squelette, là vous pouvez vous dire, faut faire des transitions. Moi je sais que c'est à ce moment-là que je l'ai fait, je sais que pas tout le monde le fait à ce moment-là, ça m'aide à rendre plus dynamique la chose, et généralement c'est un engrenage qui fait que une fois que j'ai fini mon squelette, je fais les transitions et j'attaque la suite très rapidement. Donc moi ça marche comme ça, peut-être pas pour vous, peut-être que vous allez faire dans un autre ordre, mais je le fais à ce moment-là aussi pour une bonne raison, c'est que si les transitions marchent sans sound design, sans colo et sans son, c'est que ça marchera encore mieux avec tout ça. Une fois que j'ai fini la plupart de mes transitions globales, alors il y en a qui vont déjà ne pas en utiliser, donc ils vont peut-être sauter cette étape, ou le faire plus tard parce qu'en mettant la musique, ils vont penser à ça. Mais en tout cas, moi, après les transitions, je m'attaque à la musique. C'est vraiment compliqué. En tout cas, pour moi, j'ai mis très longtemps à réussir à trouver une bonne musique, à trouver une bonne dynamique, et parce que, tout le monde le sait, je pense, mais une vidéo n'est bonne que si votre musique et même le sound design est bon. Et ça, c'est très dur à comprendre, il y en a qui ne le comprendront jamais, mais essayez de regarder, j'enfonce une porte ouverte, mais essayez de regarder Interstellar sans musique, ce n'est pas un bon film, je le pense en tout cas. Même si Christopher Nolan, on l'aime, mais voilà. Comme j'ai dit auparavant, votre squelette va être grandement impacté par la musique. Parce que forcément, il faut faire matcher les transitions naturelles des plans et les transitions forcées avec la musique, pour que ça rentre dans le rythme, que ça donne une intention aussi, c'est ça qui est super important avec la musique. Par exemple, je sais que la musique que j'ai choisie, alors c'est un thème un peu qui m'a fait penser moi personnellement au thème original du Seigneur des Anneaux, c'est pour ça que j'ai choisi, parce que c'était un peu une promenade, venez nous promener avec nous, venez vous promener avec nous, je vais y arriver, et c'est pour ça que du coup j'ai choisi un thème comme ça à la flûte, qui match super bien. Mais dès le début, je me suis rendu compte que ma musique, elle avait énormément de moments de creux, et ça, fallait que j'en profite. Déjà pour caler les plans drone en plein milieu de la vidéo, mais aussi pour caler les moments où on voit la première apparition par exemple des vaches pendant la vidéo. C'était un peu un moment, pas de surprise, mais on s'attend pas du tout à ce moment-là dans la vidéo à voir des vaches. Et bien justement, j'en ai profité pour avoir un pic de musique, et hop, balancer les vaches. Et ça, comme je l'ai dit, c'est dès le repérage de la musique que j'ai trouvé ces petites idées de montage, de dynamisme entre guillemets. C'est pour ça que c'est essentiel de trouver une bonne musique, et c'est pour ça qu'il faut passer énormément de temps à en trouver. Aussi, une chose qui est essentielle à comprendre, c'est que votre musique va définir l'ambiance, le mood, et même le message que vous allez transmettre à travers votre vidéo. Que la musique que j'ai choisie, elle est plutôt joyeuse, elle donne envie d'aller se promener en fait, c'est ça que j'ai voulu transmettre, en tout cas j'espère que j'ai réussi à le faire. Mais par exemple, si on prend la même vidéo et que je mets une musique un peu plus mélancolique, un peu dans le même style, mais si on rajoute piano, violon, des choses comme ça, la musique va être plus triste, plus mélancolique,
mélancolique, peut-être aussi plus lente, et donc du coup, ça va pas être du tout la même ambiance. C'est pour ça que la musique, faut bien la choisir, celle qui va transmettre la plupart des émotions et qui va faire vivre votre projet. Donc, prenez du temps, je sais que c'est compliqué au début, mais c'est essentiel. Je dis beaucoup de fois le mot essentiel. Bon bref, en tout cas, une fois que vous avez trouvé votre musique, et une fois que vous l'avez bien matché avec votre squelette, que vous avez réussi à faire des belles transitions, un bon rythme global, il faut passer à quelque chose qui est encore plus compliqué selon moi, et c'est le truc que j'essaie de travailler le plus en ce moment, le sound design. Donc comme je vous l'ai dit, le sound design c'est plus qu'important. C'est quelque chose qui va encore plus dynamiser votre projet, et c'est surtout quelque chose qui va le rendre vivant et réaliste. Et ça c'est super compliqué à faire. C'est pour ça que le plus possible, j'utilise mon micro avec moi, pour avoir au moins une idée globale de l'ambiance qu'il y avait sur place. Et d'ailleurs même, j'utilise et je garde les sons que j'ai pu prendre sur place. Par exemple, les sons de cloche des vaches qu'on entend dans le projet montagne, ça vient directement de ma caméra. Mais en tout cas, ça fait vraiment le taf. Comme je vous le disais, le but d'un sound design, c'est de rendre votre vidéo réaliste. Et c'est pour ça que c'est compliqué, parce qu'il faut pas en faire trop et il faut pas en faire trop peu non plus. Si c'est trop subtil, qu'on l'entend qu'à moitié ou que vraiment en tendant l'oreille, ça sert pas à grand chose. Mais si on l'entend trop et que ça passe au-dessus de la musique qui est censée donner l'émotion, alors là on perd un peu de charme. Et du coup le sound design perd un peu de son intérêt. C'est pour ça que c'est super dur à doser, et ça malheureusement ça se travaille avec le temps. Bon, maintenant que toute la vidéo est finie, parce que là en soi on a un projet final, il faut passer à quelque chose que j'adore, qui est ma partie peut-être préférée, que c'est très rare que je la fasse à la fin, du moins que j'attende de faire tout à la fin, la colo, l'étalonnage pour ceux qui veulent le terme plus précis. Je vous parlais de la musique et de son rôle à faire passer une émotion et à faire vivre votre projet, et ben la colo ça va complètement accompagner la musique. C'est elle qui va donner le ton de votre image et c'est elle qui va accompagner les émotions transmises par la musique. Comme je vous le disais tout à l'heure, si on reprend le même exemple de la vidéo montagne, j'ai préféré faire une colo un peu moins contrastée que d'habitude, ce que j'ai l'habitude de faire en tout cas, avec des tons quand même assez chauds, mais j'aurais très bien pu choisir, si comme j'avais fait l'exemple tout à l'heure, de prendre une musique un peu plus mélancolique, un peu plus triste, j'aurais très bien pu désaturer mon image et ça aurait fait un style vraiment beaucoup plus triste et beaucoup moins joyeux comme j'ai voulu le faire. Et pour vous donner un exemple, même si on prend une vidéo sans musique, si vous la regardez en noir et blanc, si vous la regardez avec des couleurs plus chaudes ou plus froides, il n'y aura rien à voir et ça va complètement transmettre un autre message. Je vais pas trop en parler dans cette vidéo là parce que je pourrais faire une vidéo complète de 25 minutes sur comment faire de l'étalo et comment faire de la colo, et je me sens vraiment pas pour l'instant légitime d'en parler. Comme pour le sound design, même si j'ai quand même plus d'expérience dans la colo, je m'exerce tous les jours à vraiment essayer de faire le rendu que je souhaite, et rien que ça c'est super compliqué. Il y en a qui arrivent très très bien, il y en a qui me fascinent comme Servilacéano, je crois que c'est ça son nom, je suis désolé si je l'ai écorché. Je crois qu'il doit avoir mon âge, c'est un américain, il est beaucoup trop doué. C'est des exemples de personnes que j'essaye de suivre pour m'inspirer aussi, c'est essentiel au début je pense. Mais en tout cas, sachez que la colo c'est essentiel et que malheureusement il n'y a aucun autre moyen que de s'entraîner, sortir sa caméra n'importe quand, et surtout sortir votre caméra dans des conditions de lumière et d'exposition complètement différentes. Je sais que par exemple j'ai, je pense, atteint un très bon niveau en basse lumière parce que j'ai vraiment l'habitude tout le temps, même pour mes prestations pro, de faire des photos et des vidéos en basse lumière. Je sais qu'en plein jour en forêt par exemple c'était un vrai challenge pour moi, déjà de bien exposer mon image parce que j'ai vraiment pas l'habitude de le faire, mais surtout à l'étalonnage c'était vraiment un truc que je n'ai pas l'habitude de faire, et ça c'est essentiel de s'entraîner. Dans le monde professionnel et même dans vos projets perso, vous serez amené à faire plein de styles différents de colo et à des heures et à des ambiances différentes. C'est un conseil, entraînez-vous, sortez, essayez d'étalonner plein de plans différents. Je sais qu'il y a énormément de créateurs qui donnent des rushs, par exemple de grosses caméras ciné, même des Harry ou des Red, à étalonner avec leur lutte. C'est un très bon exercice, donc vraiment je vous conseille de faire ça. Moi je sais que je suis passé aussi par Mathieu Mizirakas, c'est un très très bon chef-op étalonneur. Allez voir sa chaîne, il donne des luttes je crois, ou alors il les vend, je sais plus. Et aussi il donne des rushs de FX3 si je me trompe pas, et de Venice 2, donc c'est très cool pour s'entraîner, ça aide vraiment beaucoup. Bien sûr toutes les recommandations seront dans la description, comme ça vous pourrez un peu checker les chaînes des gens et essayer de vous inspirer, ou voilà. Et aussi quelque chose de super important, ça c'est un truc que j'ai tout de suite fait dès le début et je regrette pas de m'y être habitué dès le début, comme je l'ai dit auparavant, du coup de prendre du recul sur votre projet. Pour la colo et pour la musique aussi ça marche un peu, essayez de déconnecter au maximum, de faire des pauses pendant la colo. Vous allez très souvent regarder votre image pendant 1, 2, 3 heures peut-être, ça dépend, et au bout d'un moment votre image elle va vous sortir par les yeux, ça va plus ressembler à rien et vous allez avoir un œil qui est faussé. Ce que je vous conseille déjà c'est de vous aérer, sortir, ouvrir votre fenêtre, vraiment vous balader, et surtout si vous voulez pas vraiment juste prendre un bol d'air frais, regardez d'autres choses, regardez votre téléphone, regardez des vidéos, regardez un film, j'en sais rien, regardez un épisode de série, ça va un peu vous réinitialiser votre œil et aussi votre façon de voir les choses. Je parle souvent de cet exemple là pour faire comprendre aux gens qui ne comprennent pas pourquoi je fais ça, mais prenez l'exemple d'un nez
ou d'un parfumier ou quelque chose comme ça, à chaque fois qu'il sent un parfum, pour réinitialiser un peu son nez, il va sentir un gobelet de café. Alors c'est scientifique, ça c'est juste qu'en gros ça va remettre votre nez et vos papilles gustatives un peu à plat, et donc du coup ça va vous permettre d'être objectif sur le prochain parfum, huile essentielle que vous allez sentir. C'est exactement pareil pour vos yeux, c'est un sens qu'il faut entre guillemets entretenir et surtout ne pas brusquer et ne pas forcer. Donc le plus important c'est vraiment, une fois que vous avez fait votre premier jet de colo, que vous avez fait une base qui est cohérente en tout cas dans toute votre vidéo, là vous pouvez dire ok, je fais une pause, je regarde une série, je sors avec mes potes, j'en sais rien, vous allez boire un verre, et là vous revenez. Déjà vous allez avoir un œil plus frais, plus objectif sur ce que vous avez fait. Des fois vous allez vous dire mais c'est n'importe quoi ce que j'ai fait, ça m'arrive les 3/4 du temps. Vous allez retravailler. Et pareil, à partir de là, faites une pause, etc. etc. Et vous allez voir que votre colo va être que meilleur et vous allez forcément vous améliorer et vous allez être, comme je l'ai dit, plus objectif et avoir plus de recul sur votre projet. J'en sais rien, soit vous gardez ça pour vous et c'est juste pour vous entraîner, ou alors vous gardez ça en interne entre guillemets dans votre entreprise, ou soit c'est un projet que vous vendez. Quand je dis vendre, en tout cas c'est à un client. Dans tous les cas, je trouve que c'est essentiel, et encore une fois c'est pour avoir une démarche d'objectivité et pour vous améliorer par la suite, demandez l'avis à vos proches ou à des personnes que vous connaissez, de confiance en tout cas, demandez-leur l'avis qu'ils ont sur votre projet. Et surtout, demandez-leur un avis objectif. Faut pas avoir peur de la critique, surtout si elle est négative. Et comme la plupart, on prend toujours beaucoup plus à cœur les critiques négatives et beaucoup moins les critiques positives. Donc, il faut être, entre guillemets, neutre, dans le sens où, si on vous dit des choses négatives, elles sont là pour que vous vous améliorez et que vous améliorez votre projet sur le moment. Et si on vous dit des choses positives, faut pas les prendre à 100% à cœur en mode « Ok, c'est bon, mon projet est parfait ». Faut les prendre bien, dans le sens où, même si c'est quelque chose de positif, il faut quand même apprendre quelque chose de cette critique-là. Et donc du coup, une fois que vous avez accepté ces critiques-là, c'est compliqué des fois, mais il faut. Là, c'est le moment de les comprendre et de les appliquer, et ça va grandement vous aider pour les projets à venir. Et ça, c'est un point essentiel que je vais faire en dernière partie de vidéo qui va arriver. Mais en tout cas, avoir un avis extérieur, ça va faire que vous aider. Et au final, moi je sais que la plupart des grosses idées que j'ai eues ou des gros changements par rapport à une vidéo que j'ai eue, c'est par rapport à un avis extérieur. Je sais que ma copine m'aide beaucoup par rapport à ça. À chaque fois, je lui demande son avis, son œil. Je sais que les 3/4 du temps, elle est pas forcément d'accord avec moi, et ça m'aide grandement parce que quand on est à une dizaine, 15 heures, peut-être 20 heures de montage sur un projet, même si c'est un projet qui vous tient vraiment à cœur, au bout d'un moment, ce projet-là, il vous sort un peu par les yeux et vous pouvez pas être 100% objectif avec celui-là. Donc, avoir un œil extérieur, c'est hyper important. Et après, c'est fini. Vous avez fini votre projet. Et donc, comme j'ai dit, c'est le moment d'apprendre de ses erreurs. Et surtout, il faut essayer de comprendre que ces erreurs, c'est normal si vous les avez faites. Que ça soit pendant le tournage, le montage, tout ce cursus, même pendant la préparation, la pré-production de votre projet, si c'est pour une pub, pour un court-métrage ou quoi. Mais c'est essentiel de faire des erreurs, c'est normal de faire des erreurs. Et surtout, ça va être que positif pour vous à l'avenir. Parce que se tromper, faire des erreurs, c'est surtout ne plus en faire après. Du moins, si on travaille bien sur soi-même, c'est le but en tout cas. Et sachez que dans tous les cas, vous allez en faire. Mais surtout, si ce genre de situation vous arrive, le plus important, c'est de réagir correctement. De vous dire, bon, ok, c'est dommage, j'ai perdu beaucoup de temps, peut-être de l'argent pour certains projets, mais cette erreur-là, vous la referez jamais. Encore plus si vous perdez de l'argent. C'est pour ça qu'il faut apprendre complètement à composer avec ces erreurs, essayer de contourner ces erreurs-là pour les prochains projets et du coup vous améliorer par la suite. Et ensuite, pour moi, la dernière étape, une fois que vous avez appris de vos erreurs, c'est un des trucs les plus durs, selon moi en tout cas, par rapport à mes projets, c'est être fier de mes projets. La plupart des personnes, quand je leur parle de mes projets, je suis super fier parce que j'ai la chance de vivre de ma passion, c'est pas le cas de tout le monde, j'ai la chance de pouvoir faire ce que je veux et ce qui me plaît, et surtout d'avoir un résultat qui me plaît, mais pour autant, est-ce que je suis fier à 100% de ce que je fais? Pas tout le temps. Et certaines fois, c'est à raison, mais d'autres fois, pas du tout. Quand je retombe sur des vieux projets, je suis vraiment pas fier de ce que j'ai fait, alors que pour autant, j'ai appris énormément de choses sur ces tournages-là. Et même, le résultat final est vraiment pas dégueu par rapport à ce qu'on aurait pu faire et par rapport à ce qu'on aurait dû faire avec notre niveau, notre expérience, notre même matériel entre guillemets. Et ça, c'est super dur à faire, donc être fier de vos projets, et surtout, comme j'ai dit avant, si on vous donne des critiques positives sur ce projet-là, soyez pas un peu
rabat-joie ou quoi, et juste prenez ces critiques-là, assimilez-les, si je l'avais bien dit, correctement, et surtout que ça vous serve à l'avenir pour justement recréer des meilleurs projets qui vous rendront encore plus fiers, et voilà. Je pense que j'ai fait le tour de mes conseils en tout cas pour faire une vidéo un peu cinématique et surtout plus large en fait que juste faire une vidéo cinématique, c'est surtout une vidéo qui vous plaît, c'est le plus important selon moi. Si vous faites des projets qui ne vous plaisent pas, qui ne vous passionnent pas, vous n'arriverez jamais à être fier de votre projet et à rendre quelque chose de bien et dont vous pourrez être fier justement. Donc voilà. J'espère que cette vidéo, un petit peu longue je pense, vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura appris des choses, que je vous aurai conseillé, que... Voilà. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Julien, au revoir.